queridos oyentes, amigos, familia de Francia y del mundo entero. Hoy, al nombre de nuestra reverencia Vidas Largas, estamos orgullosos yo, Dora Coquen, Chantal y Marcel Azday de presentaros nuestra 33e emisión de Camino Sefarad. Yo vos voy a hablar de los bolcheviques y el antisemitismo, y Chantal Marcel Azday de la historia interesante de la chocolate. Como siempre, lo todo va a ser acompañado de diversas músicas. Chers auditeurs, amis de Famille de France et du monde entier, aujourd'hui, au nom de notre association Vidas Largas, nous sommes heureux, Dora Coquen, Chantal et moi-même, de vous présenter notre 33e émission de Camino Sefarad. Dora va vous parler des bolcheviks et l'antisémitisme, et Chantal et moi-même de l'histoire intéressante du chocolat. Comme d'habitude, le tout sera accompagné de diverses musiques. Los bolcheviques y el antisemitismo. Les bolcheviks et l'antisémitisme. La de mañana del 25 de octubre de 1917, en Petrograd, los obreros toman posesión de posiciones estratégicas en las calles. En el Palacio de Invierno, el chef del gobierno provisional, Alexandre Kerensky, está esperando ansioso la hora que va a asegurar su jubilación. A juega las guardias coloradas tomaron el control de la central telefónica. La tomada del poder de los bolcheviques es inminente. Le matin du 25 octobre 1917, à Petrograd, les ouvriers prennent possession de positions stratégiques dans les rues. Au palais d'hiver, le chef du gouvernement provisoire, Alexandre Kerensky, attend, anxieux, la voiture qui assurera sa retraite. À l'extérieur, les gardes rouges ont pris le contrôle de la centrale téléphonique. La prise de pouvoir des bolcheviks est imminente. No hay ni teléfono ni electricidad en el palacio. El puente del palacio está en las manos de las marinas bolchevicas. A la fin, una araba de la embajada americana es llamada y Kerensky se fue a juega de Petrograd, la Colorada. A la hora que la araba volta a un ángulo, Kerensky remarca un graffiti pintado recién en las paredes del palacio. Abajo el Yupen Kerensky, que viva el camarada Trotsky. Il n'y a ni téléphone, ni électricité au palais. Le pont du palais est aux mains des marins bolcheviks. Finalement, une voiture de l'ambassade américaine est dépêchée et Kerensky s'enfuit hors de Petrograd la Rouge. Alors que le véhicule tourne à un angle, Kerensky remarque un graffiti fraîchement peint sur les murs du palais. À bas le Youpin Kerensky, vive le camarade Trotsky. Cerca de un siglo más tarde, el slogan conserva su absurdo. Kerensky por seguro no era judío, a la hora que Trotsky y Bronstein él era. Lo que este slogan revela, en cambio, es el rol confuso y contradictorio jugado por el antisemitismo en el proceso revolucionario. Por la mayoría, el antisemitismo es comprendido como una forma de contrarrevolución preservada de la derecha anti-bolchevique. Près d'un siècle plus tard, le slogan conserve son absurdité. Kerensky, évidemment, n'était pas juif, alors que Trotsky, de son vrai nom Bronstein, lui, il l'était. Ce que le slogan révèle, en revanche, c'est le rôle confus et contradictoire joué par l'antisémitisme dans le processus révolutionnaire. Pour la majorité, l'antisémitisme est compris comme une forme de contre-révolution, chasse gardée de la droite anti-bolchevique. Hay muy seguro mucha verdad en esta asertividad. El régimen tsarista era definido por su antisemitismo y en devastadora olea de violencia antijudía que siguió la Revolución de Octubre, la mayoría de las atrocidades fue
perpetrada por las Armadas Blancas y las otras fuerzas que van contra el gobierno soviético naciente. Allá no estaba toda la historia. Il y a bien sûr beaucoup de vrai dans cette affirmation. Le régime tsariste était défini par son antisémitisme et dans la dévastatrice vague de violence anti-juive qui a suivi la révolution d'octobre, le gros des atrocités a été perpétré par les armées blanches et les autres forces opposées au gouvernement soviétique naissant. Mais ce n'est pas là toute l'histoire. El antisemitismo topaba sus miembros en todos los grupos sociales y todas las afiliaciones políticas. Dentro del marxismo, el racismo y el radicalismo político fueron frecuentemente juzgados incompatibles. En 1917, en cambio, antisemitismo y sentimiento de clase podían cabalgar todo en compitiendo como visiones del mundo. L'antisémitisme trouvait des adhérents dans tous les groupes sociaux et toutes les affiliations politiques. Au sein du marxisme, le racisme et le radicalisme politique ont souvent été jugés incompatibles. En 1917, en revanche, antisémitisme et ressentiment de classe pouvaient se chevaucher tout en rivalisant comme vision du monde. De febrero abortó la vida judía. Solo unos cuantos días después de la abdicación del zar Nicolás II, todas las restricciones jurídicas golpeando a los judíos fueron levantadas. Más de 140 estatutos, totalizando miles de ollas, fueron abolidos de un día a otro. Una manifestación especial fue convocada por el Soviet de Petrograd. El delegado judío, hablando claro a lo largo de la manifestación, hizo inmediatamente el enlace. La Revolución de Febrero, dicho, era comparable a la liberación de los judíos de la esclavitud del Viejo Egipto. La Révolution de février a transformé la vie juive. Quelques jours seulement après l'abdication du tsar Nicolas II, toutes les restrictions légales frappant les Juifs furent levées. Plus de 140 statuts, totalisant des milliers de pages, furent abolis du jour au lendemain. Un meeting spécial fut convoqué par le Soviet de Petrograd. Le délégué juif, s'exprimant au cours du rassemblement, fit immédiatement le lien. La Révolution de février, dit-il, était comparable à la libération des Juifs de l'esclavage dans l'ancienne Égypte. Durante el año 1917, 234 atacos contra los judíos fueron cometidos. Entonces, que no eran 4,5% de la población, los judíos fueron víctimas de actos de violencia física. Desde la Revolución de Febrero,
se oía en las calles rusas que iba a haber pogromes anti-judíos. En las primeras reuniones de los sovietes de Petrograd y de Moscú, la pregunta del antisemitismo fue una de las prioridades del orden del día. Durante estas primeras semanas, las violencias fueron raras. Durant l'année 1917, 234 attaques contre les Juifs furent commises. Alors qu'ils n'étaient que 4,5% de la population, les Juifs furent victimes des actes de violence physique. Dès la Révolution de février, on entendait dans les rues de villes russes qu'il allait y avoir des pogroms anti-juifs. Lors des premières réunions des soviets de Petrograd et de Moscou, la question de l'antisémitisme fut l'une des priorités à l'ordre du jour. Durant ces premières semaines, les violences furent rares. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite fortune? Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, de moi. Hey, adieu la charrette, tous les jours j'ai riche, de moi. Je bâtirai un vrai palais, montant jusqu'au ciel, sur la place du marché. Des murs plantés bien droits, sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie. Et plein ma cour d'histoires, des coqs et des poules, toute la ville m'envirait, car ça piaillerait, ça caquetterait. Et chaque couac sonnerait comme un vrai coup de clairon. Regardez tous, admirez ma maison. Oh, si j'étais riche, oh, si j'étais riche, de moi. Hey, adieu la charrette. Oh, si j'étais riche. En junio, muchos grupos de obreros se acogieron en las calles en aprobando los discursos progromistas que declaraban que el Soviet de Petrograd estaba en las manos de los judíos. Los dirigientes bolcheviques fueron en veces enfrentados a este tipo de antisemitismo. En julio, Vladimir Bronch-Burjevich, el futuro secretario de Lenin, cruza una multitud llamando abiertamente al pogrom. Había más y más este tipo de manifestaciones en las calles. En juin, un groupe d'ouvriers se rassemblait en approuvant les discours des pogromistes qui déclaraient que le soviet de Petrograd était aux mains des Juifs. Les dirigeants bolcheviques furent parfois confrontés à ce type d'antisémitisme. En juillet, Vladimir Bronch-Burjevich, le futur secrétaire de Lénine, croisa une foule appelant ouvertement au pogrom. Il y avait de plus en plus ce type de rassemblement dans les rues. A la fin de julio, los altavoces entre los prestadores en los cantones de las calles de Petrograd llamaban la multitud a aplastar los judíos y la burguesía. Contrariamente a primero estos discursos, ahora encontraban un gran público. Es aliento de este contexto que se recogió el primer Congreso Panrus de los Sovietes de Obreros y Soldados, del 16 de junio al 7 de julio
1917. En fin juillet, des orateurs parmi les manifestants au coin des rues de Petrograd appelaient la foule à écraser les Juifs et la bourgeoisie. Contrairement au début, de tels discours rencontraient une large audience. C'est dans ce contexte que se réunit à Petrograd le premier congrès pan-russe des soviets d'ouvriers et de soldats, du 16 juin au 7 juillet 1917. Delegados de partidos socialistas y cerca de 20 millones de ciudadanos rusos participan a esta reunión histórica de personas. El 22 de junio, a la hora que se oían novelas concernando incidentes antisemitas, siempre más muchos, el Congreso publica la declaración que daba más mucha autoridad en el movimiento socialista en vista de la cuestión del antisemitismo. Plus d'1 millier de délégués de toutes les partis socialistes et près de 20 millions de citoyens russes participèrent à ce rassemblement historique. Le 22 juin, alors qu'on entendait des nouvelles concernant les incidents antisémites de plus en plus nombreux, le Congrès publia la déclaration qui donna plus d'autorité dans le mouvement socialiste sur la question de l'antisémitisme. Redactado por el bolchevique Evgeny Preobrazhensky, la resolución estaba llamada En viva de la lucha contra el antisemitismo. Cuando Preobrazhensky escapó de Moldavia, un delegado judío se levantó para dar su aprobación en diciendo que la resolución ayudará a sanar ciertas heridas que angustiaban a la comunidad judía. Fue votada a unanimidad por el Congreso. La resolución reafirmaba que el antisemitismo era sinónimo de contrarrevolución y reconocía que el peligro era la tendencia a donarse de eslóganes radicales. Rédigée par le bolchevique Evgeny Preobrazhensky, la résolution était intitulée « Sur la lutte contre l'antisémitisme ». Quand Preobrazhensky eut fini de la lire, un délégué juif se leva pour donner son approbation, en disant que la résolution aiderait à cicatriser certaines plaies qui affligeaient encore la communauté juive. Elle fut votée à l'unanimité par le Congrès. La résolution réaffirmait que l'antisémitisme était synonyme de contre-révolution et reconnaissait que le danger était la tendance à l'antisémitisme à se parer des slogans radicaux. Cerca de la fin del verano, los soviéticos empiezan una grande campaña contra el antisemitismo. En Moscú se organizan conferencias y reuniones en las fábricas en agosto y septiembre.
En Chernihiv, en Ucrania, en l'ami Augusto, las acusaciones de 100 presos del externo derecho, las afirmando que los judíos tocaban el pan, entrenan una serie de violencias inquietas antisemitas. A la fin, una delegación de Soviet de Kiev decide de organizar una tropa local para meter un término a estas agitaciones. Vers la fin de l'été, les soviets commencèrent une grande campagne contre l'antisémitisme. À Moscou, on organisa des conférences et des meetings dans les usines d'août et septembre. À Tchernihiv, en Ukraine, à la mi-août, les accusations des sangs noirs d'extrême droite affirmant que les Juifs stockaient le pain entraînèrent une série de violents troubles antisémites. À la fin, une délégation du Soviet de Kiev décida d'organiser une troupe locale pour mettre un terme à ces agitations. Los pogromes se engrandecen, se expandan y los bolcheviques toman el poder. Los sovietes realizan una lucha enérgica contra los pogromes y en muchos lugares la paz es establecida. En 1917, soldados empujados por los bolcheviques gritan: «Abajo los mencheviques, son yupines». El camarada Lenin y sus amigos bolcheviques llaman el proletaria a pasar de las voces a los actos, lo que significa atacarse a los yupines. Les pogroms grandissent, s'étendent et les bolcheviks prennent le pouvoir. Les soviets réalisent une lutte énergique contre les pogroms et dans plusieurs lieux. La paix est établie. En 1917, soldats poussés par les bolcheviks crient « À bas les mencheviks, ils sont youpins ». Le camarade Lénine et ses amis bolcheviks appellent le prolétariat à passer des voix aux actes, ce qui signifie s'attaquer aux youpins. Un siglo después de la revolución, el antirracismo debe de ser cultivado y renovado. Un siècle après la Révolution, l'antiracisme doit être cultivé et renouvelé. Kazachok, 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 rise, fight, three. C'est l'hiver qui frappe à notre porte, mes amis, allumons bon feu. C'est l'hiver que le diable emporte, mes amis, ce soir oublions-le. C'est l'hiver que le diable emporte, mes amis, ce soir oublions-le. Babouchka apporte les pains d'orge, ce qu'il y a de bon dans la maison. La vodka qui brûle un peu la gorge, mais qui nous laisse les cœurs pleins des chansons. Raz, batterie. Kazachok, 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 raz, batterie. Dans les bois, les loups font une ronde. Sur la neige, ils sonnent les corbeaux. Oubliant la tristesse du monde, tous les loups et les vilains oiseaux. Oubliant la tristesse du monde, tous les loups et les vilains oiseaux. Petrushka apporte à balalaïka et joue-moi un air à ta façon. Joue d'abord les bateliers de la Volga et quand tu auras fini, nous danserons. Raz, batterie. La 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 fascinante historia giudia del chocolate viene diariojudio.com 14 mars 2023. La fascinante histoire juive du chocolat tirée de diariojudio.com 14 mars 2023. Si se hace una lista de las comidas más judías, probablemente incluiría platos como sopa de pollo, jamín, pescado, gefilte fish y jala. ¿Ama y el chocolate? Probablemente no.
Si on fait une liste de repas très juifs, on inclura des plats comme soupe de poulet, ramine, poisson gefilte fish et la ralla. Mais qu'en est-il du chocolat? Sûrement pas. La historia del chocolate viene de 4000 años en la Mesoamérica, donde los primeros cacaoyes son buscados y que son en el Mexique. La civilización Olmec es la primera que transforma el cacao en chocolate. L'histoire du chocolat remonte à 4000 ans dans la Mésoamérique, où les premiers cacaoyers ont été trouvés, et qui regroupe entre autres le Mexique d'aujourd'hui. La civilisation Olmec a été la première à transformer le cacao en chocolat. Hasta el siglo XVI, el cacaoye permanece desconocido afuera de la América Central ou del Sur. Jusqu'au XVIe siècle, le cacaoyer reste inconnu en dehors de l'Amérique centrale ou du Sud. Cuando los españoles encontraron el cacao, la trajeron de regreso a Europa sin éxito. Lorsque les Espagnols trouvèrent le cacao, ils l'ont ramené en Europe sans succès. Demasiado amargo durante mucho tiempo no fue explotado. Bayona está en el origen de la introducción del chocolate en Francia. Trop amer et longtemps inexploité, Bayonne est à l'origine de l'introduction du chocolat en France. Importados por los judíos portugueses expulsados por la Inquisición a principios del siglo XVII. A la fin del siglo XIX, la ciudad de Bayona en Francia contaba con 130 artesanos chocolateros. Importé par les Juifs portugais, chassés par l'Inquisition au début du XVIIe siècle, à la fin du XIXe siècle, Bayonne, en France, comptait 130 artisans chocolatiers. Esta tradición perduró y 7 artesanos continuaron hoy en día produciendo localmente chocolate negro que se distingue por un alto contenido de cacao y un sabor amargo. Cette tradition a perduré et 7 artisans continuent aujourd'hui encore à élaborer localement du chocolat noir qui le distingue par une forte teneur en cacao et un goût amer. En el siglo XX, la fabricación industrial destronó a Bayona. En 1945 todavía quedaba 15 empresas. Más de 400 años de historia vinculan a Bayona con el chocolate. Merece el título de primera ciudad chocolatera de Francia. Au XXe siècle, la fabrication industrielle a détrôné Bayonne. En 1945, 15 entreprises demeurent encore. Plus de 400 ans d'histoire lient Bayonne au chocolat. Elle mérite le titre de première ville chocolatière de France. No te eches a la mar, que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar, que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar, que me lleve, que me traiga mano a mano 7 puntos de fondo, que me engluta peche preto para salvar del amor, que me engluta peche preto para salvar del amor. Y ya mi querida mano a mano, no te eches a la mar, que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar, que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar.
Si fuera por Michael Leventhal, autor de Babka, Buru y Blintzes, recetas judías de chocolate de todo el mundo. El chocolate deberá estar a la altura de esas icónicas comidas judías. Esto es porque los judíos han jugado un papel fundamental en su producción y popularización. Si cela ne tenait qu'à Michael Leventhal, auteur de Babka, Boulou et Blintzes, recettes de chocolat juif du monde entier, le chocolat devrait être à la hauteur de ces aliments juifs emblématiques. C'est parce que les juifs ont joué un rôle fondamental dans sa production et sa vulgarisation. Según Leventhal, los comerciantes españoles que eran judíos o tenían antecedentes judíos, conversos que se vieron obligados a convertirse durante la Inquisición en España, estaban involucrados integralmente en la importación y venta de granos de cacao. Eventualmente empezaron a hacer chocolate con estos frijoles. A la medida que la diáspora judía se extendió desde España después de la Inquisición, también lo hicieron sus conocimientos sobre la fabricación de chocolate. Selon Leventhal, les marchands espagnols juifs ou d'origine juive, conversos qui ont été forcés de se convertir pendant l'Inquisition en Espagne, étaient intégralement impliqués dans l'importation et la vente de fèves de cacao. Ils ont finalement appris à faire du chocolat à partir de ces fèves. Au fur et à mesure que la diaspora juive s'est propagée depuis l'Espagne après l'Inquisition, leur connaissance de la fabrication du chocolat s'est également étendue. Leventhal se interesó en el rol judío del chocolate después de meldar el libro de la rabina Deborah Prince, On the Chocolate Trail. Se describe a sí mismo como un adicto al chocolate impertinente, por lo que fue una maravillosa revelación para él que los judíos estuvieran tan involucrados en la comercialización y fabricación de las cosas. Leventhal s'est intéressé au rôle juif du chocolat après avoir lu le livre du rabbin Deborah Prince sur la piste du chocolat. Il se décrit comme un accro au chocolat impénitent. Ce fut donc une merveilleuse révélation pour lui que les Juifs soient si impliqués dans la commercialización et la fabricación de ce produit. Hay cerca de 3 años llevó a su familia a Bayona, una ciudad en el sur de la Francia, cerca de la frontera con España, para profundizar en la conexión histórica entre los judíos y la producción de chocolate. Bayona es conocida como la capital del chocolate de Francia y los 2 museos de chocolate acreditan el papel de los judíos en la industria del chocolate de Bayona. En la Bayona del siglo XVII, los judíos vivían en un barrio llamado Saint-Esprit. Durante el día arrastraban su pedazo equipo para moler cacao hasta el centro de la ciudad. Al caer la noche tenían que llevárselo a sus lugares en el gueto. Il y a près de 3 ans, il a emmené sa famille à Bayonne, une ville du sud de la France, près de la frontière avec l'Espagne, pour se plonger dans le lien historique entre les Juifs et la production de chocolat. Bayonne est connue comme la capitale française du chocolat et les 2 musées du chocolat témoignent du rôle des Juifs dans l'industrie du chocolat de Bayonne. Au XVIIe siècle, à Bayonne, les Juifs vivaient dans un quartier appelé Saint-Esprit. Pendant la journée, ils traînaient leur lourd matériel de broyage du cacao dans le centre-ville. À la tombée de la nuit, ils ont dû le ramener chez eux dans le ghetto. Los panadores judíos introdujeron pasteles y belenos de chocolate a sus vecinos. Ama crecieron tanto la alegría como el resentimiento. Los bayonés, según Leventhal, lucharon para prohibir a los judíos de hacer chocolate una vez que empezaron el oficio y los mismos. En la década de 1720 había una serie de leyes que prohibían a los judíos de hacer chocolate en las tiendas y almacenes de Bayona.
Para 1860 continúa, solo quedaban 2 artesanos judíos en Saint-Esprit que practicaban la fabricación de chocolate. En Bayona todavía había 32 chocolateros, un nombre muy grande para una ciudad bastante pequeña. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. Les boulangers juifs ont présenté des pâtisseries et des garnitures au chocolat à leurs voisins. Mais la joie et le ressentiment ont augmenté. Les Bayonnais, selon Leventhal, se sont battus pour interdire aux Juifs de faire du chocolat. Une fois qu'ils avaient eux-mêmes appris le métier, dans les années 1720, il y avait une série de lois qui interdisaient aux Juifs de fabriquer du chocolat dans les magasins et entrepôts de Bayonne. En 1860, poursuit-il, il ne restait plus que 2 artisans juifs à Saint-Esprit, pratiquant la chocolaterie. Mais à Bayonne, il y avait encore 32 chocolatiers, un très grand nombre pour une ville assez petite. Además de detallar la historia del chocolate de Bayona, Leventhal muestra cómo la fabricación de chocolate se extendió por Europa y América del Norte, a menudo gracias a empresarios judíos. En 1650, Jacob el judío abrió la primera cafetería en Inglaterra, donde sirvió café y chocolate caliente. Unos años más tarde, un chocolatero judío empieza a hacer chocolate en Bélgica y así serpentea el rastro del chocolate judío. En plus de détailler l'histoire du chocolat de Bayonne, Leventhal montre comment la fabrication du chocolat s'est propagée à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, souvent grâce à des entrepreneurs juifs. En 1650, Jacob le Juif ouvre le premier café d'Angleterre où il sert du café et du chocolat chaud. Quelques années plus tard, un chocolatier juif se lance dans la fabrication de chocolat en Belgique. Ainsi serpente la piste du chocolat juif. Después de los ensayos introductorios de Leventhal,
sobre la historia del chocolate y el rol de los judíos en su popularización, la colección incluye platos que utilizan el chocolate tanto dulce como salado. Après les essais d'introduction de Leventhal sur l'histoire du chocolat et le rôle des Juifs dans sa vulgarisation, la collection comprend des plats qui utilisent à la fois du chocolat sucré et salé. La entrada más antigua proviene de la madre de todos los escritores de comida judía, Joan Nathan. Es una receta de bizcocho de chocolate y almendras de 400 años de antigüedad que se transmite de madre a hija, primero en español, después en judío y finalmente en francés, de una familia judía de Bayona. L'entrée la plus ancienne vient de la mère de tous les écrivains gastronomiques juives, Joan Nathan. C'est une recette de gâteau au chocolat et aux amandes, vieille de 400 ans, transmise de mère en fille, d'abord en espagnol, puis en judéo et enfin en français, par une famille juive de Bayonne. Puede encontrar aquí una receta de chocolate caliente de Curaçao, la isla caribeña donde un judío de Bayonne se estableció a la fin del siglo XVI y ayudó a establecer allí una industria del chocolate. Vous trouverez ici une recette de chocolat chaud de Curaçao, l'île des Caraïbes où un juif de Bayonne s'est installé à la fin du XVIe siècle et a contribué à y établir une industrie du chocolat. Al ensamblar las recetas, Leventhal trató de obtener una muestra representativa de todo el mundo, incluidos Curaçao, Israel, Egipto, Francia, Alemania, Hungría, Italia, los Países Bajos, los Estados Unidos y Turquía. De Túnez hay una receta de boulou, descrita como un cruce entre un pastel y una galeta. Del Monday Morning Cooking Club de Australia hay una receta para un pastel de celebración de chocolate y marmelada. Para una receta sabrosa hay incluso una clásica caponata de berenjena de Sicilia hecha con chocolate. En assemblant les recettes, Leventhal attendait d'obtenir un échantillon représentatif du monde entier, notamment de Curaçao, d'Israël, d'Égypte, de France, d'Allemagne, de Hongrie, d'Italie, des Pays-Bas, des États-Unis et de Turquie. De Tunisie, il existe une recette de boulou décrite comme un croisement entre un gâteau et un biscuit. Du Monday Morning Cooking Club of Australia, il y a une recette pour un gâteau de fête au chocolat et à la confiture. Pour une recette savoureuse, il y a même une caponata d'aubergine sicilienne classique faite avec, oui, du chocolat. Buena semana, mos del Dios. Buena semana, mos del Dios. Buena semana, mos del Dios, alegres y sanos. Buena semana, mos del Dios, alegres y sanos. A mis hijos bendecir, a mis hijos bendecir, que me los deje el Dios vivir alegres y sanos. Ay, buena semana, mos del Dios, alegres y sanos. Buena semana, buena semana, ay, buena semana, mos del Dios. Para fadar y circuncir, para fadar y circuncir, para poner el tefelim. Buena semana, ay, buena semana, mos del Dios, alegres y sanos. A nuestros padres bien honrar, a nuestros padres bien honrar, y a los novios alegrar. Buena semana,
ay buena semana, mos del Dio allegres y sanos. Buena semana, ay buena semana, buena semana, mos del Dio. Encina se escapa nuestra emisión Camino Sefarad, que puedes sentir de nuevo en podcast sobre nuestro sitio Vidas Largas Google Sit. Agradecemos RCJ y en particular nuestros amigos Daniel y Théo en la técnica. Ainsi se termine notre émission Camino Sefarad que vous pouvez écouter à nouveau en podcast sur notre site Vidas Largas Google Sit. Nous remercions RCJ et en particulier nos amis Daniel et Théo à la technique. Tenemos una grande historia de más de 3.500 años y oísteis pasajes. Vos rogamos que nos digáis qué historias queréis. Vamos a hacer lo que queréis oír y vamos a meter la música correspondiente también. Puedes escribir a nuestro email vidaslargas79@gmail.com, todo en minúscula. Otra vez, vidaslargas79@gmail.com. Tout en minuscule, gracias muchos. Depuis plus de 3500 ans, nous avons une grande et longue histoire. Vous avez écouté des passages sur Radio RCJ et nous vous remercions. Dites-nous si vous avez aimé et quelles histoires de l'Antiquité à aujourd'hui vous aimeriez entendre. Nous vous les raconterons avec plaisir et en musique. Vous pouvez nous écrire sur notre mail vidaslargas79@gmail.com, tout en minuscule. Je répète, vidaslargas79@gmail.com, tout en minuscule. Vos convidamos a ir a l'Écuche por nuestro próximo atelier a las 2:30, calle Lafayette en Paris, el martes 13 junio. Nous vous invitons à venir à l'Écuge pour notre prochain atelier à 14h30, rue Lafayette, à Paris, le mardi 13 juin. El jueves 22 junio, si quiere el Dios, esperamos toparvos sanos y recios para nuestra próxima emisión Camino Sefarad. Le jeudi 22 juin, si Dieu le veut, nous espérons vous retrouver tous en bonne forme pour notre prochaine émission Camino Sefarad. Gracias a todos por estos momentos pasados en juntos y que vidas largas tengamos. Et au plaisir de vous retrouver, si Dieu le veut. Cuando Nimrod al campo salía, miraba en el cielo.